Bonjour à tous. Donc je suis Ludovic Ruot de Beaulieu, je suis chef de projet à la DSI du groupe Matawan. Et donc du coup, je suis ici pour partager avec vous l'expérience qu'on a eue dans le cadre de l'implémentation d'ITOP sur le centre de service du groupe. Alors le sommaire est un peu grand, mais parce que c'est découpé en plein de petites sections. On va commencer par parler un petit peu et introduire un peu Matawan. Le contexte du projet. On va faire un petit focus sur la timeline et les parties prenantes. On va s'intéresser aux objectifs initiaux, aux réalisations, les critères de réussite du projet, et ensuite on va s'intéresser à tout ce qui va se passer après chez nous, avec ITOP, donc dans une seconde itération et peut-être plus tard. Donc Matawan, donc anciennement Ubi Transport, c'est en fait à la base une start-up familiale qui a été créée en 2012, qui est aujourd'hui une entreprise de croissance qui a été multi-récompensée, et dont le secteur d'activité, c'est donc la mobilité. Donc globalement, tout ce qui est transport urbain, donc connecter tous les transports urbains au travers de solutions billettiques. Donc c'est ce qui va notamment vous amener à utiliser typiquement un titre de transport pour plusieurs moyens de transport urbain, mais aussi monétique, qualité de service et analyse de la donnée. Donc le groupe Matawan, il existe depuis quelques mois. Avant, anciennement, c'était Ubi Transport. Il arrive après une phase de à peu près 3 ans dans laquelle il y a eu beaucoup d'acquisitions. Et donc, on se retrouve dans un contexte dans lequel, aujourd'hui, Matawan, c'est une entreprise qui est à peu près présente sur tout le territoire, avec des entreprises qui ont été acquises, qui ont leur propre passé, qui ont leurs propres moyens, qui ont leurs propres solutions techniques. Et du coup, nous, on arrive en tant que DSI depuis 1 an avec un premier challenge, c'est de commencer à uniformiser tout ça au travers de la mise en place d'une DSI Group. Ce projet, il n'est pas anodin puisque du coup, c'est globalement le premier projet qui va être mené au sein de la DSI et qui va réellement avoir de la visibilité sur tous les collaborateurs. Donc la DSI existe depuis 1 an, vous imaginez bien qu'on n'a pas fait que prévoir un centre de service, on a fait plein de choses. Le centre de service, c'est vraiment le levier vers tout ce qui va nous amener derrière, vers la création de confiance et la création de valeur. Donc, petite information, on fait partie de la French Tech 120 depuis 4 ans. Et donc voilà, spécialiste du domaine du transport collectif grâce à des solutions en mode SaaS. Le contexte du projet, donc je l'ai introduit un petit peu avant. On est sur une entreprise à forte croissance externe. Et du coup, on a une DSI qui est toute nouvelle, donc on a besoin de piloter, d'uniformiser les services fournis, et ce, sur toutes les filiales. Donc le premier challenge pour nous, c'est la mise en place d'un centre de service qui va nous permettre d'accueillir les demandes de support, qui va également nous permettre d'identifier les éléments de périmètre qu'on ne gère pas encore et pouvoir les récupérer chez nous. Et puis enfin, c'est quand même d'affirmer l'identité du groupe, de créer de la valeur et de générer un capital confiance. Je précise, parce que ce n'est pas marqué dans le diapo, que petit contexte, parce qu'on aime bien challenger, on a démarré ce projet ITOP sans formation. Donc voilà. et du coup, on a en premier jalon pas du tout de CMDB existante. Début du projet, premier rendez-vous de pilotage le 26 mai 2023. Avec une date de mise en production visée à mi-septembre 2023. Côté intervenant Combodo, Dimitri. Côté intervenant Matawan, donc David Roux, qui est mon DSI, et moi-même sur toute la partie chefferie de projet et intégration technique. On va parler en termes d'itération. La première itération, c'est la mise en prod de septembre. En termes d'itération, nos objectifs, c'était la gestion du centre de service avec un catalogue de services qui soit cohérent, la gestion des demandes et la gestion des incidents. Comme on aime bien faire les choses un peu de manière compliquée, on avait un certain nombre de contraintes techniques. La première, elle est liée du fait que c'est plusieurs entreprises qui ont leurs moyens à eux, informatiques. On n'a pas d'annuaire centralisé. La plupart des entreprises utilisent des technologies différentes. Et globalement, on n'a pas moyen de fédérer tous nos utilisateurs à l'intérieur de quelque chose qu'on pourrait considérer comme à jour tout le temps. Donc, on a jeté notre dévolu sur notre SIRH et on est parti du principe que notre solution ITOP, elle intégrerait les personnes, les équipes et les utilisateurs directement via des extracts de notre SIRH.
pour autoriser tout ça et pour pouvoir les identifier, on utilise du SSO forcément. Et comme on aime faire les choses simplement, on a 3 fournisseurs de SSO différents pour pouvoir couvrir, je dirais, à peu près 90% du groupe. Donc 2 Google Workspace et 1 Office 365. En plus de ça, on est quand même assez familier, donc David et moi, avec la mise en place des process ITSM. Donc on arrive vers Dimitri avec, en plus de tous ces challenges techniques, tout un tas de petites fonctionnalités custom qu'on aimerait bien voir arriver dans notre version qui va être mise en prod mi-septembre. C'est un peu inquiétant. Nous, de notre côté, on s'engage sur un tas de choses, et notamment, on s'engage sur le fait que ce projet est prioritaire, que je serai affecté à ce projet, et que j'y passerai le temps qu'il faut, mais que de toute façon, mi-septembre, on mettra en production. Nous sommes des acteurs qui maîtrisons donc du coup à la fois la mise en place des process ITSM, mais aussi la mise en place des outils ITSM. Et effectivement, je suis un peu spécialiste dans tout ce qui est intégration web, donc ce qui est assez facilitant quand on parle de ITOP. Et derrière, on garantit aussi une communication fiable, une communication efficace, notamment pendant les phases de debug. Donc ça, c'est nos engagements initiaux et notre objectif initial. Si on parle de tout ce qui est configuration et fonctionnalités additionnelles, nous on arrive avec plein de choses, donc les plus notables, c'est celle-là, effectivement. Donc intégrer notre SIRH, donc Lucas, pour l'import des utilisateurs, des équipes et des personnes via le collecteur. C'est la mise en place d'un module spécifique qui nous a fait beaucoup transpirer, qui est un module de gestion du temps. Alors je ferai quelques captures après. Globalement, la logique, c'est une volonté de mon DSI qui considère que les timings qui sont faits dans l'outil ITSM qui est ITOP sont très bien, mais que du coup, on pourrait pousser les choses encore plus loin en considérant que, typiquement, l'action qui va être menée par un agent à un instant T, elle a un coût temps, et que ce serait vachement bien qu'à chaque action qu'on fait sur les tickets, on puisse nous déclarer notre temps, de manière à pouvoir avoir tout ça dans un dashboard, pouvoir identifier ce qui a une faible valeur, et du coup, modifier nos workflows et automatiser ce qu'on a besoin d'automatiser. Donc ça, on verra plus tard, mais globalement, ça nous a fait beaucoup transpirer. Et celui-là, on ne pouvait pas passer outre à la mise en production, parce que clairement, il vient parasiter l'ergonomie d'ITOP. Et il était inconcevable de mettre nos agents sur un ITOP avec l'ergonomie qu'on lui connaît, et d'un coup, lui verrouiller l'ergonomie pour forcer tout le monde à déclarer son temps à chaque fois qu'il fait une action sur un ticket. Donc, on a aussi demandé l'intégration des tickets des solutions Freshdesk, donc l'une de nos filiales qui est spécialisée dans le domaine de la monétique, a un historique qui est quand même assez important, qu'on ne voulait pas perdre. Tournait sous Freshdesk, on les a passés sous ITOP, et donc on avait besoin de pouvoir réimporter toutes les données donc, de tickets et de solutions de Freshdesk à l'intérieur d'ITOP pour ne pas perdre cette matière-là. Un certain nombre de petits éléments qui sont venus après, comme par exemple la réécriture à la volée des pages de login. C'est très bien de faire du SSO, mais quand on fait du SSO sur plusieurs tenants, on va se retrouver avec du contenu des boutons qui est difficilement visible pour l'utilisateur. Surtout qu'on est une entreprise avec pas mal de gens qui n'ont vraiment pas du tout l'habitude d'utiliser ce type de solution. Donc en général, ils ont un bouton SSO et ça se débrouille tout seul. Quand on commence à leur en mettre 3, ça dépend de l'entité d'appartenance. Et donc c'était important pour nous de s'assurer qu'au moment où ils se loguent, ils soient vraiment capables de savoir qu'ils se loguent avec le bon tenant SSO. Des templates CSS custom, une volonté que j'ai portée effectivement de se rapprocher au maximum du fonctionnement de nos équipes. Alors chez Matawan, au sens large, on est consommateur d'outils de support, on est très agile et toutes les équipes d'engineering et toutes les équipes techniques globalement fonctionnent uniquement en ChatOps. Donc il était important de ne pas les saturer de mails et il était important d'avoir une solution qui nous permette de pouvoir moduler les notifications soit sur du ChatOps, soit sur du mail en fonction de ce qu'on voulait faire. Quelques petites volontés comme la transformation de demandes en incidents, d'incidents en problèmes qui au final sont que de la conf dans ITOP. Et l'ajout de pas mal de fonctionnalités en termes de validation manager, puisque quand on a préparé notre catalogue de services dans notre contexte, on a, je dirais, une bonne moitié de notre catalogue de services qui est soumis à validation.
Typiquement, on ne met pas en place un environnement billettique juste en nous faisant un ticket. À un moment donné, il faut que la personne qui est responsable du service puisse valider qu'il faut bien qu'on fasse cette action-là. Et donc, des choses comme ça, dans notre catalogue de services, on en a plein. En termes de timeline projet, ça nous a donné ça. Donc, réunion de lancement le 26, avec comme objectif de faire un POC technique et de monter les données de fondation. Donc ça nous a occupé jusqu'à peu près le 30 juin, donc du 29 mai au 30 juin. Donc l'objectif, c'était de découvrir la solution. Je précise encore une fois qu'on n'avait pas de formation sur eTop, donc il a fallu découvrir un peu la solution avec l'aide de Dimitri. Et il a fallu éprouver notre catalogue de services, collecter tous les éléments qu'il fallait, développer les scripts pour extraire depuis Lucas, valider que tout ça fonctionnait. Et donc, ça nous a mené jusqu'à à peu près fin juin, où effectivement, on a commencé à créer nos instances de test, de pré-production et de production, donc en version 3.0 à l'époque, pour pouvoir tester le SSO multitenant, qui était globalement le truc où on ne savait pas que ça allait fonctionner, avec comme objectif que ça fonctionne au 14 juillet. Donc le 14 juillet, ça fonctionnait, on a validé cette étape technique, on savait que ça fonctionnait, donc on avait globalement quelque chose qui nécessitait d'être consolidé en termes de cohérence de données. Je ne vous cache pas que exporter des datas d'un ICRH pour les exploiter à l'intérieur d'un outil IT, ça nécessite des transformations, surtout quand on est tout seul. Et donc du coup, on a globalement réussi à relever ce challenge et on a mis en place tout ça dans une instance de test de manière à pouvoir l'essayer, tester des workflows, vérifier que ça fonctionnait jusqu'à à peu près mi-août, début août, pardon. Début août où on avait vu qu'eTop 3.1 était sorti. On se posait la question et donc du coup on s'est fait quelques réunions avec Dimitri pour savoir go ou no go sur eTop 3.1. Donc le choix qu'on a fait, il était assez ambitieux. On s'est dit ok, on se prend une période de 15-20 jours et on déploie les mêmes solutions dans les deux environnements. Ça nous permettra de vérifier si oui ou non eTop 3.1 c'est possible pour nous. Donc ça nous a mené jusqu'au 18 août. 18 août, on avait soulevé quand même pas mal de petits bugs. On avait réussi à contourner à peu près tout ce qui fonctionnellement était important pour nous. Et donc du coup, au 18 août, on a décidé de basculer sur eTop 3.1. On a abandonné eTop 3.0 et donc on a migré tous nos instances sur eTop 3.1 et on a fait les derniers développements sous eTop 3.1. La mise en pré-prod, la mise en prod, la qualification des fonctions custom, ça nous a occupé jusqu'à à peu près début septembre. Et là, début septembre, on se rend compte que, et d'une, on a une solution qui fonctionne, et que deux, elle répond à nos besoins, et que globalement, la seule chose qu'on avait oubliée là-dedans, c'était former nos agents. Donc on a formé nos agents, alors on est une toute petite équipe, ça va, on est 6 à la DSI, et donc on a décidé, pour les roder un petit peu, d'ouvrir en anticipé, début septembre, notre instance eTop uniquement à une des filiales. Donc ça s'est bien passé, on a soulevé, on a pu éprouver un petit peu les quelques éléments qui nous manquaient, ce qui nous a permis, au 19 octobre, comme c'était prévu, d'ouvrir notre instance 3.1 au groupe. Et donc aujourd'hui, eTop 3.1 est déployé, fonctionne, on continue à faire quelques petits ajustements là-dessus, mais bon, globalement, le deal est rempli. Et donc, le projet s'est passé de manière assez rapide, assez intense, pour tous les acteurs d'ailleurs, mais est une réussite. Je voudrais juste en profiter pour passer sur finalement, comment à mi-août, à un mois de la mise en prod, on décide de passer à eTop 3.1. C'est assez simple pour nous, la maintenabilité du produit. Quel était le coût pour nous de repasser derrière de la 3.0 à la 3.1 ? Après la mise en production, on a fait quand même appel à Combodo pour pas mal de petits développements qui sont quand même structurellement assez importants à l'intérieur d'eTop. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y a certains développements, notamment le module de gestion horaire, qui était clairement pas adaptable de la 3.0 à la 3.1 sans travail. Donc la question qui était, est-ce qu'on est aussi en mesure et est-ce qu'on a aussi envie de repartir sur une phase d'intégration de nouveaux outils en 3.1 en sachant que globalement, encore une fois, c'est la naissance d'un outil. On est des êtres humains, on a le droit à l'erreur et globalement, si on est capable de quantifier le risque, on est également capable de quantifier le fait que s'il y a erreur, elle ne sera pas énorme et compte tenu du
du niveau de confiance qu'on a acquis vis-à-vis de Combodo, on savait que derrière, on aurait systématiquement des solutions de contournement. Je vais prendre un petit exemple sur les solutions de contournement. Quand on a testé la version 3.1, il y avait un problème avec les triggers. Donc les triggers de notification ne fonctionnaient pas comme ils devaient se passer. Donc les déclencheurs de notification, typiquement si on prend un déclencheur de type mise à jour du journal public, ben, ça ne se passait pas du tout comme ça se passait dans l'instance 3.0. On a fait un petit point avec Dimitri. Le lendemain, il me proposait une solution de contournement qu'on a toujours en prod aujourd'hui. Donc tout ça, ça veut dire, bah, globalement, on a des intervenants en face qui sont capables de fournir l'effort pour nous permettre d'avoir une production qui est viable. Et donc, bah, même si on découvre des lièvres au fur et à mesure du temps, bah, finalement, on fera que faire évoluer la solution. Et globalement, on pénalisera que très peu notre activité. Donc c'est le choix qu'on a fait. Un autre intérêt, c'était qu'on avait, alors on n'a pas eu beaucoup le temps d'explorer les fonctionnalités de la 3.1. D'ailleurs, je pense qu'on les exploite quasiment pas. En revanche, on avait lu dans la notice de la 3.1 qu'il y avait la vue graphique des workflows et ça nous plaisait beaucoup. Donc du coup, c'est aussi un élément qui a pesé dans la balance. Après cette partie-là, alors j'ai malheureusement pas eu le droit de vous faire de démo. Donc du coup, je suis obligé de me contenter de capture d'écran. Donc là, on voit typiquement la page de login. On n'a pas exploité les fonctionnalités de la 3.1 en termes de page de login. On reste sur une page de login très classique. La seule chose, c'est qu'effectivement, on réécrit à la volée le code de manière à ce que chaque entité soit présente au niveau des boutons. Donc ça, c'est pas du tout de l'ITOP, c'est juste de la réécriture à la volée de code. Il n'y a pas grand-chose de très compliqué là-dessus. On a voulu, puisqu'on avait un petit peu de temps, travailler un peu sur l'ergonomie de l'interface, donc notamment du portail utilisateur. Donc là, on a fait le choix de faire des modifications CSS, mais vraiment très discrètes, juste pour pouvoir se mettre aux couleurs de l'outil, ce qui nous amène à une interface que vous devez reconnaître, avec vraiment uniquement les codes couleurs qui ont changé. Et on va retrouver également les surbrillances des tuiles qui changent, etc. En termes de notifs, bon, on est parti sur du full HTML avec des notifications mail à la couleur du groupe. Alors là, pareil, c'est un petit peu petit, mais globalement, tout ce que vous voyez ici pour les utilisateurs d'ITOP, hein, on a bien un groupe fonctionnel. Et ce groupe fonctionnel, j'y touche pas, j'ai pas le droit d'y toucher, tous les champs sont verrouillés. Tout ça, c'est synchronisé depuis Lucas. On va retrouver des éléments qu'on a rajoutés dans certaines tuiles, notamment les utilisateurs, et que vous pouvez voir du coup ici, qui nous permettent de faire du debug. Donc typiquement, l'ID Lucas de l'utilisateur, la date de dernière synchro. Pour un utilisateur comme par exemple ici, toutes les données sont complètement importées depuis Lucas. Les seules infos qui ne sont pas importées depuis Lucas, c'est les deux cases, donc Approval Bypass que vous voyez et Délégation, qui sont des fonctions custom qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps pour répondre à des exigences de certains directeurs en termes d'approbation. Donc ça, effectivement, on a aujourd'hui à peu près 320 utilisateurs, donc ce n'est pas énorme, pour 120 ou 130 équipes fonctionnelles. Et donc globalement, les validateurs, ils sont peut-être 20. Donc il était plus simple pour nous, là tout de suite maintenant, de gérer ça comme ça, plutôt que de gérer ça à l'intérieur de Lucas, en sachant que moi, il me fallait un déclencheur pour pouvoir être capable de savoir si la personne avait besoin si la personne pouvait créer des tickets qui sont normalement soumis à validation sans qu'il y ait validation, et également de pouvoir aller un petit peu plus loin dans le process de validation, qui est déjà assez fourni dans ITOP, mais qui là va nous permettre notamment de pouvoir permettre au validateur de mettre autant de contacts qu'il veut et de déclencher sa notification d'approbation, soit en instantané, soit après le délai qu'on aura défini dans l'approbation. Donc là, voilà, on retrouve typiquement un utilisateur standard, externe. Donc tout ça, pareil, c'est construit depuis Lucas, depuis des organisations permises jusqu'au profil. Enfin, les profils, ils sont gérés directement par rapport à l'entité d'appartenance, bien sûr. Et tout ça, on va le piloter au travers du collecteur et on va avoir la visu sur ce qui se passe au travers du panel de synchronisation qui est inclus dans ITOP et qui va me permettre de savoir que tous les jours, j'ai bien ma synchro qui se passe sans erreur, en sachant que comme on a 3 instances, systématiquement, je synchronise sur l'instance de test et de pré-production
Et si ça passe, je synchronise sur l'instance de production. Voilà, bon, ça c'est le petit module pour les imports de solutions Freshdesk et de tickets Freshdesk, donc qui nous a rajouté un petit menu à l'intérieur avec un joli dashboard et la possibilité de voir, là en l'occurrence, nos solutions et nos tickets également, avec une ergonomie dont on a discuté avec Dimitri et qui a été mise en place dans notre cas à nous. Et donc ça c'est important parce que du coup, ça nous a permis d'abandonner Freshdesk sur cette filiale tout en n'ayant rien perdu du tout. Celui-là, on avait dit qu'on le cachait, donc du coup, je ne vous le remets pas. Voilà, notification. Donc aujourd'hui, on a 2 canaux de notification qui sont Teams et Slack. Donc là, vous avez une visu sur ce qui se passe au niveau des équipes Slack. Donc chaque groupe opérationnel qui a été créé au niveau du support va avoir un canal sur le ChatOps. Et donc ça va nous permettre d'envoyer les notifications qu'on veut sur ce canal, sans les parasiter avec des mails. Et derrière, une fois que l'agent a assigné un ticket, on bascule aujourd'hui, mais j'espère demain directement par ChatOps, mais on bascule encore aujourd'hui en notification mail, notamment pour le suivi des tickets. Côté déclencheur, donc côté trigger, ça nous amène à faire un petit peu d'OQL, c'est plutôt sympa. Ça nous permet vraiment d'aller très 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 loin dans les use cases de notification, c'est vraiment très très riche. Les tickets et notamment le fameux module de gestion, voilà, de gestion du temps qui fait qu'en fait on ne peut plus notamment par exemple alimenter le journal public ou privé directement via le panel de droite. On est obligé de mettre à jour le journal et le temps, de déclarer du temps, déclarer une activité et ensuite mettre à jour le journal qu'on veut. Idem pour l'édition des tickets. Donc je précise que je ne suis pas à l'origine de cette demande, je la comprends, mais ergonomiquement parlant, c'était compliqué de faire passer la pilule aux équipes. Tout ça pour avoir un joli dashboard pour décideurs pressés qui va à nous permettre de pouvoir gérer quel temps on a mis sur quelles actions. Globalement, on n'y va pratiquement pas, mais qui va permettre à notre DSI derrière de collecter une série d'actions qui va être capable de lier un ticket, un workflow de ticket, de manière à derrière pouvoir essayer d'identifier quelles sont les tâches qui ont pris trop de temps. Et surtout de se poser la question du pourquoi est-ce qu'elles ont pris trop de temps. Critères de réussite du projet, collaboration et compétences de Combodo, hein. Les moyens qu'on a mis en place pour assurer la réalisation, le DSI qui a essayé son sort, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment cette solution et on a mis les moyens pour l'avoir. Et je pense que dans ce genre de projet, si on n'a pas un sponsor solide qui nous soutient, ça ne marche pas. Et puis un ROI qui est quand même assez fort, hein, puisque le budget nécessaire par rapport à d'autres solutions équivalentes qui sont implémentées chez nous nous a quand même donné la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. Perspective pour donc, fin d'année, 2e itération, intégration de la CMDB avec notamment notre parc bureautique, donc à peu près 300 machines qui sont étalées sur toute l'Europe. Notre parc de serveurs, donc tout data center confondu, en sachant qu'on a du Cloud Manager OVH, en passant par de l'Azure, du GCP, et surtout notre parc IoT, puisque du coup on est acteur de la mobilité, donc notre parc IoT, je crois qu'on est, sans vous dire de bêtises, à 20 ou 30 000 terminaux qu'il va falloir intégrer à l'intérieur de la CMDB. Pour la petite histoire, cette partie-là, ça va être un peu le même jeu que sur Lucas, c'est-à-dire qu'on va prendre un outil qui nous permet de gérer l'intégralité de notre parc, en tout cas pour les serveurs et le parc bureautique, et on va faire le même jeu. On va utiliser l'API, on va reconstruire les datas et on va utiliser le collecteur pour réinjecter ça dans la CMDB de Hitop et créer des liens entre les CI et les utilisateurs. La gestion des problèmes et gestion des changements. On a fait l'acquisition des modules catalogue de procédures et demande globale, notamment pour gérer certains workflows, notamment au niveau des onboarding internes, puisqu'on gère partiellement, on commence à gérer partiellement dans notre catalogue de services tout ce qui est circuit d'arrivée et de départ, et les demandes globales. On va refondre les webbooks, puisque du coup, Dimitri nous a fait un gros travail d'optimisation des webbooks pour me simplifier la tâche. Et effectivement, on va intégrer tout ce que aujourd'hui on souhaite améliorer et qui est suffisamment conséquent pour qu'on ne puisse pas l'améliorer comme ça en prod. Et enfin, effectivement, la suite, exploiter les fonctionnalités de la 3.1, enfin, étendre notre couverture utile et pourquoi pas des nouvelles instances pour d'autres métiers, mais ça
Enfin, c'est pas moi qui prendrai la décision, mais globalement, le produit vaut le coup et je pense que les décisions côté direction devraient nous permettre de pouvoir aller remplacer d'autres outils qui sont plus onéreux et tout en créant à minima la même valeur. Et je suis à 20 minutes. Merci pour la présentation, beau challenge, merci d'avoir respecté le timing. Petite question concernant votre récupération de base de solutions Freshdesk. Aujourd'hui, comment elle est utilisée par vos utilisateurs? Est-ce qu'il y a un module de recherche? Alors aujourd'hui, on va dire que mener ce type de projet en 3 mois, clairement, on a fait l'impasse sur plein de choses. Ce qu'on voulait, c'était conserver la data. Donc pour l'instant, c'est purement statique. On a les mêmes options de recherche que celles qu'on a dans les tickets dans eTop. Donc on a quand même la possibilité de faire du tri, mais on n'a pas encore développé ce module. L'important pour nous, c'était de l'importer dans nos instances pour être sûr de ne pas le perdre au moment où on allait fermer l'accès Freshdesk en fait. D'accord, merci. Du coup, dans la même lignée, vous avez réimporté les données de Freshdesk comment? Via l'API REST, via un import? Via nos petits doigts musclés, à base d'export CSV dans Freshdesk, de réécriture via Python et de réinjection directe en CSV. D'accord, donc il y avait un bout de Python entre les deux. Ouais, comme pour la partie Lucas en fait. Okay. On a toute une série de scripts qui vont nous exporter, qui nous permettent d'être vraiment libres dans la manière dont on interprète la donnée et du coup de se rapprocher du data model de eTop pour pouvoir vraiment lui donner la donnée qu'on veut à l'endroit où on veut et donc d'avoir des données qui sont cohérentes. Ouais. Et deuxième question, dans les solutions et les tickets Freshdesk, il y avait des copies d'écran, des images intégrées. Ouais. Ça n'a pas trop posé de problème? Ça a nécessité quelques allers-retours avec Dimitri parce que l'ergonomie standard des tickets eTop fait qu'il est sur une petite colonne. Donc, du coup, j'ai juste dit à Dimitri, écoute, ça ne me va pas, il faudrait resize. Je peux modifier le code à la volée pour resize l'image, mais tu ne pourrais pas me faire quelque chose de plus grand. Et donc, du coup, il m'a juste revu l'ergonomie globale pour être en pleine page. Et comme globalement, sous Freshdesk, on était en pleine page, ça n'a pas posé de problème. Il n'y a même pas eu besoin de faire de resize d'image. D'accord. Mais du coup, l'intégration des images dans la base, vous n'avez pas eu trop de soucis? Alors, on ne fait pas d'intégration dans la base. J'utilise directement. En fait, j'ai récupéré, puisque chez Freshdesk, quand on met des captures, ça tombe dans leur cloud. Donc, j'ai codé un petit crawler qui est allé chercher toutes les images, qui a reconstitué tout ça. On a mis ça dans un conteneur de données dans le cloud. Et en fait, j'ai réécrit les URL juste pour réappeler. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos sur Lucas en fait, que vous avez synchronisé en fait? Ouais, c'est ça. Ouais. Globalement, ça reste quand même très artisanal aujourd'hui. On a vraiment consommé l'API de Lucas tel que la doc nous le dit au travers de scripts Python et on a reconstitué l'information à l'intérieur des fichiers CSV qui allaient bien. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de formule magique en fait. Ouais, petite précision, tu as fait un mini ETL quand même en Python parce que tu vas chercher de la donnée dans Lucas. Mais tu la consolides, tu fais de l'ETL quoi. Oui, bien sûr. Il y a une partie non négligeable qu'a fait Ludovic de son côté. L'import côté eTop, c'est rien, mais il amène la donnée toute prête quoi. Tu la trouves pas toute prête dans Lucas, ce que je voulais dire. Ah non, je suis obligé de la retraiter, oui. D'ailleurs, en ce moment, le combat, c'est essayer d'expliquer à la DSI que Lucas n'est pas un annuaire de IT. Et que donc l'idée de dire il faut que les RH nous modifient Lucas pour que du coup on ait moins de choses à traiter à l'intérieur de nos collecteurs me paraît contre-productif. Il faut qu'on continue à conserver cette data-là et puis qu'on continue à la transformer puisque du coup c'est deux usages qui sont différents. En revanche, le gros avantage qu'on a, c'est que effectivement tous les collaborateurs sont là. Et donc du coup en termes de gestion de la cohérence des données, on est sûr que si les données ne sont pas cohérentes à l'intérieur du SIRH, elles ne le seront pas plus nulle part ailleurs en fait. C'était une question par rapport au temps de traitement des actions ou des agents. Je dirais deux questions. Je sais que dans eTop, il y a une extension qui s'appelle Time Spent. Je ne sais pas si vous l'ont présenté. Est-ce que ça répondait aux besoins ou pas? Et deuxième question, est-ce que vous n'avez pas peur justement d'avoir un peu tordu le modèle Combodo sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'au niveau des mises à jour des extensions, du moins
de votre extension modifiée et via les montées de version? Est-ce que vous craignez pas en fait d'avoir des soucis dans le futur, quoi? Que je sais que nous, justement, on s'est amusé à faire des choses comme ça, et aujourd'hui, on le regrette amèrement, quoi. Alors, comme je le dis, c'est pas moi qui suis à l'origine. Alors, pour resituer le choix d'Itop, mon DSI a découvert Itop dans son ancienne structure, qui est cliente, et qui a eu la bonne idée de mettre en place ça. Et du coup, il a trouvé que c'était une chouette de bonne idée, et donc là, j'étais sur un impératif, c'est on fera obligatoirement ça. Ce qui a fait quand même beaucoup transpérer Dimitri, puisque du coup, le client en question, il l'implémente en 2.7, et il a fallu le reporter en 3.0 puis en 3.1. Donc oui, on est d'accord, même ergonomiquement parlant pour nous, c'est le bazar. C'est aussi pour ça que c'était aussi déterminant à la mise en prod qu'on ait ce module qui soit là, parce que si nos agents qui font le support avaient vu à quel point c'est simple de manipuler les tickets sous Itop sans ce module, ils n'auraient jamais voulu adhérer à ce module-là. Non, c'est un module complètement custom. Et l'objectif, c'est vraiment basé sur la bonne volonté. C'est-à-dire, au moment où je vais réaliser une action, on me demande de déclarer le temps et le label de l'action que j'ai réalisée. Donc, si j'ai envie de mettre 1 minute à chaque fois, je mettrai 1 minute à chaque fois. Mais globalement, c'est contre-productif. Et donc, en général, on essaye de s'y tenir, puisque l'objectif derrière, ça va être typiquement dans des use cases comme le déploiement de certains environnements qui sont durcis, comme les environnements de monétique, avec notamment PCI DSS. Effectivement, on va complexifier grandement le déploiement. Et donc, du coup, l'objectif, c'est aussi de voir quelles actions on a menées en combien de temps. Et donc, derrière, en termes de stratégie, globalement, c'est censé nous servir, puisque ça va nous aider à savoir où est-ce qu'il faut qu'on industrialise, où est-ce qu'il ne faut pas qu'on industrialise, où est-ce qu'il faut qu'on consolide l'équipe ou pas. Donc on va dire que sur la volonté, je porte la volonté de mon DSI, même si j'y adhère pas à 100%. Mais vous voyez, je le défends plutôt pas mal. Après, sur la partie purement montée en version et pérennité de la solution, effectivement, la question se pose. Après, globalement, elle est anticipée. C'est un risque anticipé chez nous. C'est-à-dire que si demain, il y a une nouvelle release d'Itop qui sort, on se mettra en mode projet et on reverra complètement et on requalifiera complètement cette fonctionnalité. Donc globalement, effectivement, c'est du temps projet en plus si on doit remonter en version derrière. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est une contrainte qui émane pas de moi. Et celle-là, j'ai pas pu la faire sauter.